72 heures. 3 jours. C'est tout ce qu'il aura fallu pour que le destin d'un peuple et celui d'un continent tout entier basculent dans l'incertitude la plus totale. 3 jours et 3 nuits, où chaque minute semblait porter le poids de plusieurs siècles d'histoire africaine. 3 jours où la souveraineté du Burkina Faso, l'unité précaire de l'Afrique, furent suspendues à une seule décision, à une poignée de gestes, à la fidélité ou à la trahison d'un petit nombre d'hommes et de femmes. Imaginez-vous dans ma peau, dans celle d'Ibrahim Traoré. Ce que je vais partager ici n'est pas seulement mon histoire personnelle, mais celle de tout un continent au bord du précipice. Cela pourrait être l'histoire de votre pays, de votre famille, ou même de votre propre vie, si vous étiez confronté à l'urgence, à la peur, à la tentation de la division. Car, parfois, le destin de millions d'âmes se joue sur un fil invisible, tendu entre confiance et suspicion. Dans l'ombre des discours officiels, une menace silencieuse s'étendait depuis des mois. Des forces invisibles et patientes, organisées avec une précision glaçante, attendirent le moment où l'Afrique montrerait la moindre faille. Leur objectif était simple, mais redoutable: saboter nos efforts vers une indépendance véritable, briser l'espoir d'une union panafricaine durable, et le faire sans jamais révéler leur visage. L'histoire récente nous a appris que le sabotage ne prend pas toujours la forme d'une invasion armée. Parfois, il s'insinue dans nos institutions, s'infiltre dans nos réseaux, corrompt nos alliés, jusqu'à ce que le doute devienne la norme et la division un réflexe. Pourquoi revenir sur ces événements aujourd'hui, alors que tant d'autres crises secouent la planète? Parce qu'il suffit souvent d'un seul geste, mal préparé, mal interprété, ou pire, orchestré par l'ennemi, pour que des décennies de lutte et de rêves s'effondrent. Nous avons vu cela au Congo, où une simple réunion manquée entre Patrice Lumumba et ses alliés a suffi à ouvrir la porte à l'intervention étrangère. Nous l'avons vu au Rwanda, où la méfiance cultivée par des puissances extérieures a conduit au drame que l'on connaît. Ce que nous avons failli perdre en si peu de temps, ce n'est pas seulement une simple rencontre diplomatique, c'est la confiance, l'espoir, l'idée même d'une Afrique maîtresse de son destin. Lorsque j'ai décidé d'inviter un leader charismatique comme Bobi Wine à Ouagadougou, je croyais sincèrement offrir au monde une image de fraternité africaine. Je voulais montrer qu'un musicien devenu homme politique, symbole de résistance pour des millions de jeunes, pouvait dialoguer d'égal à égal avec des chefs d'État et des ministres. Mais derrière les sourires, la conspiration avançait masquée. Une alliance toxique, subtile et dangereuse entre intérêts étrangers et traîtres locaux menaçait de tout engloutir pour des générations. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire africaine. Rappelez-vous le sort de Thomas Sankara, victime d'une trahison ourdie dans l'ombre, ou les coups d'État téléguidés qui ont secoué le Mali, la Guinée ou encore la Côte d'Ivoire. Ces exemples nous rappellent à quel point la vigilance doit être constante. Dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement de vigilance ou de trahison. Il s'agit de cette confiance minutieusement construite, de cette coopération entre leaders africains, que nulle manipulation étrangère n'aurait dû pouvoir entamer. Car si nous échouions à comprendre et anticiper ces manœuvres, alors le chaos, la division et le pillage de nos ressources reviendraient, comme au temps des grandes expéditions coloniales. Il y a 100 ans, des milliards de dollars de matières premières, l'avenir de millions de familles, la dignité de peuples entiers reposaient sur le fil. Aujourd'hui, rien n'a changé, sinon la forme des menaces. Alors, posez-vous cette question essentielle. Qui sont les véritables ennemis de l'unité africaine? Sont-ils étrangers ou parfois plus proches que nous ne l'imaginons? Jusqu'où iraient-ils pour nous empêcher de devenir enfin maîtres de notre destin? L'histoire fourmille d'exemples où la main qui frappe vient de l'intérieur, tandis que l'inspiration du crime vient d'au-delà des frontières. C'est le poison de la division qui laisse la place à la domination étrangère. Voici comment, en 3 jours, tout ce qui paraissait acquis a failli s'effondrer. Et comment nous avons dû réagir, minute par minute, pour ne pas tout perdre. Nous étions condamnés à l'ingéniosité, à la solidarité, à la rapidité d'action, comme ces résistants qui, en 1940, ont sauvé la France libre dans la nuit de l'occupation. À chaque instant, l'Afrique pouvait basculer, mais à chaque instant,
nous avons appris à tenir. Tout était prêt pour un moment décisif. Mais chaque victoire attire ses adversaires, et ce sommet n'échappait pas à la règle. Songez à ce qui s'est passé à Bandung en 1955, lorsque les pays du Sud se sont réunis pour la première fois hors du regard des grandes puissances. Les manœuvres en coulisses, les tentatives de sabotage, tout cela n'a rien de nouveau sous le soleil. À Ouagadougou, la tension montait depuis plusieurs semaines. Les rues étaient envahies par un tumulte d'effervescence. Marchés, banderoles, caméras, rien n'était laissé au hasard. La capitale devenait le cœur battant d'un continent en quête d'avenir. On aurait dit Accra en 1957, lors de l'indépendance du Ghana, quand tout le monde espérait une Afrique nouvelle, mais où la moindre rumeur pouvait tout faire basculer. 7 chefs d'État africains avaient confirmé leur venue. 12 ministres de premier plan les accompagnaient, ainsi qu'une délégation impressionnante de 18 médias internationaux, tous prêts à capter la moindre étincelle de cet événement sans précédent. Les médias, parfois complices, parfois témoins, jouaient un rôle crucial. Souvenez-vous du rôle de la presse lors des indépendances, ou plus récemment lors du printemps arabe, où une simple vidéo a pu renverser le cours de l'histoire. Ce sommet n'était pas seulement une réunion diplomatique, il incarnait un pari immense. L'objectif affiché semblait limpide, mais sa portée était colossale. Fonder les bases d'une unité économique panafricaine, réaffirmer la souveraineté du continent, rompre définitivement avec l'ingérence étrangère. Il s'agissait de donner corps aux rêves des pères fondateurs, de Nkrumah à Mandela, qui tous ont voulu une Afrique forte, indépendante, solidaire. Au centre de cette vision, il y avait une invitation manuscrite. Je l'ai rédigée moi-même, en apposant le sceau du Burkina Faso, à l'attention de Bobi Wine. Artiste, leader, symbole de résistance, il incarne, pour des millions de jeunes Africains, l'espoir d'un destin commun et affranchi des chaînes du passé. Sa trajectoire rappelle celle d'autres artistes devenus des voix politiques, comme Fela Kuti au Nigeria, qui dénonçait la corruption et l'oppression à travers sa musique. Sa présence à Ouagadougou devait être un signal puissant. L'Afrique choisit ses héros, l'Afrique forge sa propre route, sous les yeux d'un monde qui n'attendait qu'un faux pas pour intervenir. Nous le savions. La moindre erreur pouvait être exploitée, comme en 1990, lors de la crise ivoirienne, quand une manifestation dérapée a suffi à justifier une intervention musclée. Dans les couloirs, l'excitation était palpable. Mais derrière chaque sourire se cachait une inquiétude grandissante. Les intérêts étrangers, attentifs, se terraient dans l'ombre, prêts à tout pour préserver leur influence. Depuis l'époque du France-Afrique, où les réseaux occultes manipulaient les dirigeants africains, jusqu'aux opérations de déstabilisation menées à travers les ONG ou les multinationales, nous savions que l'ennemi ne dort jamais. À chaque poignée de main, une rumeur circulait. À chaque décision, une menace invisible planait. Le moindre incident pouvait servir de prétexte à une intervention internationale, mettant en péril la souveraineté chèrement acquise du Burkina Faso et de ses alliés. L'équilibre était aussi instable qu'un château de cartes. Que ce soit lors du coup d'État au Niger ou des multiples crises maliennes, l'histoire récente regorge de ces moments où le destin d'un pays s'est joué sur un détail. La réputation des dirigeants, la sécurité des populations, des milliards de dollars en ressources naturelles, tout risquait de basculer à la moindre erreur. Cette réunion pouvait jeter les bases de l'unité africaine ou la condamner pour une génération entière. C'est ce qui s'est produit en 1963, quand la division entre progressistes et conservateurs a enterré le rêve d'un gouvernement continental. Dans cette ambiance électrique, il a suffi d'un choix anodin pour créer une faille. Un détail, comme souvent dans l'histoire, mais qui allait bientôt déclencher une série d'événements incontrôlables. La partie d'échecs venait tout juste de commencer. On pense à la crise de Suez, où une simple nationalisation a bouleversé l'équilibre mondial, ou à l'assassinat de Sankara, où une seule défection a suffi à renverser un régime. Une alerte sourde traverse l'équipe. La menace pourrait-elle venir de l'intérieur? Ce soupçon insidieux s'immisce partout, alourdissant chaque décision d'une possible double lecture,
chaque silence d'un non-dit brûlant. L'histoire du continent est jalonnée de ces moments où la trahison interne a ouvert la porte à la domination externe. Tout paraît commencer par une suggestion banale. Laurent, mon adjoint discret, propose de déplacer le sommet du centre initial à l'Assemblée nationale. Il avance des arguments logiques, meilleure acoustique, sécurité accrue, espace optimisé. J'accepte sans hésiter, oubliant que la confiance, ici, n'est pas une option, mais un pari risqué. Ce geste rappelle le choix d'un certain général Mobutu, qui, sous couvert de sécurité, a orchestré le renversement de ses alliés à Léopoldville. Très vite, des anomalies dérangent la routine. Laurent demande et obtient un accès anticipé à certaines zones sensibles, prétextant une inspection électrique urgente. Mais l'audit officiel révèle que la vérification avait été confiée à une société différente, inconnue, fondée il y a à peine 8 mois, sans aucun passé ni référence publique. Une coquille vide, parfaite pour masquer une opération clandestine. C'est ainsi que les sociétés écrans ont permis le financement occulte d'innombrables coups d'État sur le continent, du Togo au Bénin. Le malaise s'installe. Sans perdre une minute, je préviens le colonel Diarra, mon allié le plus sûr. Il réagit avec la précision d'un métronome. Une équipe d'intervention descend fouiller les sous-sols de l'Assemblée, alors que l'angoisse monte d'un cran dans chaque couloir. C'est la même tension que celle vécue par les agents du FLN à Alger, traqués dans le labyrinthe de la Casbah, où chaque porte pouvait cacher un piège. Pendant ce temps, à l'hôtel, Grace Nalwanga, chef de la sécurité de Bobi Wine, lance sa propre chasse. Sous couverture, elle observe les allées et venues dans le quartier. C'est elle qui repère la première anomalie financière. Un transfert massif, 6 millions de dollars, transitant par des sociétés écrans liées à certains membres du comité d'organisation. L'argent sale circule, changeant de main, mais la piste est désormais incandescente. Ce schéma rappelle les opérations de blanchiment qui ont financé la déstabilisation du Nigeria ou le détournement de fonds lors de la crise angolaise. La riposte ennemie frappe presque aussitôt. Une tentative d'assassinat vise Grace. Son sang-froid lui sauve la vie. Elle neutralise son agresseur et le livre aux autorités loyales. Ce coup manqué ne fait que confirmer la gravité de la menace. Le sommet est désormais la cible d'un complot d'une ampleur inédite. On pense à la tentative d'empoisonnement de Patrice Lumumba ou aux multiples attentats évités de justesse contre Kwame Nkrumah. Les indices s'assemblent en un tableau effrayant. Les thermographes révèlent une activité anormale sous les fondations. Chaleur excessive, présence humaine non déclarée, matériel caché. Dans l'ombre, les preuves s'accumulent. Explosifs, détonateurs, dispositifs de brouillage. L'hypothèse du sabotage laisse place à la certitude d'un attentat imminent. Ce mode opératoire rappelle les attentats de la décennie noire en Algérie, où la terreur s'insinuait dans les lieux les plus symboliques. En quelques heures, la confiance cède à la paranoïa. Chaque geste, chaque parole, chaque regard devient suspect. L'enjeu ? Rien de moins que la souveraineté du continent africain. Un seul faux pas, et l'Afrique plongerait dans la discorde, offrant aux puissances étrangères une excuse rêvée pour s'immiscer, fracturer notre unité, s'emparer de nos richesses. Ce fut le cas lors de la guerre du Biafra, où la division a permis l'exploitation à outrance du pétrole nigérian. À ce tournant, une interrogation cruciale s'impose. Devons-nous frapper les premiers, patienter, ou tout réinventer ? Chaque choix porte en lui un risque immense, la perte de l'unité, la ruine de notre crédibilité ou le succès du complot. Les leçons de l'histoire abondent. Ceux qui ont attendu trop longtemps, comme Allende au Chili, ont tout perdu. Ceux qui ont agi avec précipitation, comme lors du coup d'État au Ghana en 1966, ont semé le chaos sans rien gagner. La nuit tombe sur une capitale en état de siège. Pourtant, sous la surface, une alliance inattendue se forme pour déjouer l'invisible. L'histoire retiendra peut-être que c'est dans la nuit, alors que tout semblait perdu, que l'Afrique a trouvé la force de se réinventer. Comme les résistants sud-africains dans l'ombre de l'apartheid, nous avons appris à faire confiance, même quand tout vacillait. Faire confiance, même quand tout vacille. Voici l'heure où chaque décision peut bouleverser le sort d'un continent. La confiance, rappelons-le, a permis la libération de Nelson Mandela
Mais la naïveté a coûté la vie à tant de héros. Cette frontière ténue, nous l'avons vécue à chaque seconde. Grace avance, réprimant sa peur, dans les couloirs obscurs du sous-sol. Elle désactive, d'une main sûre, une caméra dissimulée. Derrière de simples caisses, elle découvre 16 explosifs, chaque câble relié à un détonateur complexe. C'est le genre de découverte que fit le FBI lors du complot contre Martin Luther King, ou les services secrets nigérians lors des tentatives d'attentat contre Olusegun Obasanjo. À quelques pas, Laurent, silhouette tendue, surveille les derniers branchements. Il jette des coups d'œil nerveux à sa montre, ignorant la présence de Grace. Dans la salle du sommet, des écrans retransmettent chaque mouvement. Le piège se referme. La moindre alerte, un cri, et le massacre serait inévitable. Mais ce n'est qu'une partie du plan, car derrière ce chaos, un autre piège attend. Accuser injustement les dirigeants africains, donner aux puissances étrangères un prétexte pour intervenir, s'approprier leur victoire et leurs ressources. Grace analyse le système. Elle comprend. Si un seul garde paniquait, si la salle était isolée, tout sauterait. La manipulation est parfaite, orchestrée pour éliminer l'unité panafricaine dans le sang. C'est le même type de subterfuge qui, en 1960, a permis la destitution de leaders africains sous prétexte de sécurité. Il faut un pari fou. Le vrai sommet est déplacé dans un abri protégé, pendant qu'une assemblée factice, filmée en direct, occupe la salle officielle. Soldats en civil, infiltrés parmi les figurants, attendent l'ordre de neutraliser la menace. Ce type de subterfuge rappelle les stratagèmes employés lors de la libération d'otages à Entebbe, ou les réunions secrètes de la résistance française sous Vichy. À l'instant décisif, les complices de Laurent pensent avoir gagné. Soudain, la porte explose. Les soldats interviennent sans hésiter. Laurent tente une fuite désespérée, mais il est plaqué au sol. Sous l'objectif des caméras, les explosifs sont désamorcés l'un après l'autre. L'équipe entière est arrêtée, prise sur le fait. L'effet est immédiat. La panique de l'ennemi révèle la machination, et le monde entier découvre l'ampleur du complot. En direct, les aveux tombent, la mécanique du complot, les connexions étrangères, la manipulation savamment orchestrée. Le monde découvre la vérité, et l'Afrique refuse d'être divisée. C'est un moment aussi fort que la libération d'Accra en 1957, ou la chute de l'apartheid en Afrique du Sud. Chaque erreur aurait pu coûter la vie à des dizaines de leaders, anéantir une génération d'espoir. Mais l'audace et la solidarité ont non seulement sauvé des vies, mais aussi démasqué ceux qui, dans l'ombre, rêvaient de fracturer le continent. Cette victoire rappelle celle des partisans mozambicains qui, à force de solidarité, ont renversé la domination portugaise. Pourtant, la victoire s'accompagne d'une question vertigineuse. Jusqu'où oser faire confiance? À quel prix préserver l'unité? La frontière entre courage et naïveté reste fragile, et le prochain défi sera de redéfinir la confiance, pour qu'elle ne devienne jamais une faiblesse. Les leçons du passé sont là. La confiance aveugle a perdu Lumumba, mais la méfiance éternelle paralyse toute avancée. Dans l'euphorie de la victoire, un doute subsiste. La confiance, une arme à double tranchant, sera-t-elle suffisante face aux menaces à venir? La réponse se jouera lors du prochain sommet, mais surtout dans la capacité à bâtir des institutions robustes, à former de nouveaux leaders, à instaurer des mécanismes d'alerte et de contrôle efficaces. Victoire ou simple sursis? Le vrai combat se joue désormais dans l'esprit des leaders africains, bien loin des caméras et des podiums officiels. C'est dans la solitude des nuits blanches, dans la rigueur des conseils de guerre, dans la sincérité des échanges entre pairs, que se construit la résilience du continent. Dans la confidentialité d'une salle verrouillée, un tête-à-tête décisif s'engage entre Ibrahim Traoré et Bobi Wine. Jusqu'où peut-on accorder sa confiance? À quel prix? Leurs regards sont lourds de gravité, car chaque mot, chaque promesse, porte le poids de l'avenir du continent. C'est la même gravité que l'on retrouvait dans les discussions secrètes entre Mandela et de Klerk, ou dans les négociations de paix d'Arusha. Ils savent qu'une mauvaise alliance ou une décision précipitée peut briser la souveraineté durement acquise et précipiter le chaos. Les deux hommes se jaugent,
conscient que la frontière entre audace et imprudence est ténue. La sagesse consiste à avancer ensemble, mais jamais à fermer les yeux sur les risques. Bobi Wine ouvre son cœur. L'histoire africaine est jalonnée de héros fauchés trop tôt pour avoir confondu courage et témérité. Traoré, lui, défend un courage lucide, forgé dans la préparation et la vérification. Il rappelle que la victoire de Samori Touré contre les armées coloniales fut rendue possible par la discipline et la préparation, non par la seule bravoure. Tout bascule lorsque Grace, la chef de sécurité, intervient. Son travail minutieux a permis de déjouer le piège tendu dans l'ombre. Elle rappelle que l'audace n'est rien sans vigilance et que la préparation transforme la peur en force véritable. Grâce à elle, la survie ne doit rien au hasard. Son exemple devrait inspirer les futures générations de responsables, plus que n'importe quel discours officiel. Ce moment d'introspection révèle une vérité plus profonde. La puissance africaine naît d'alliances sincères, où la transparence prévaut sur la suspicion. Les ennemis du continent craignent surtout une unité inébranlable, car elle rend leur manipulation inutile. Quand les intérêts convergent, la peur change de camp. C'est ainsi que l'Union africaine pourra un jour peser face à l'Union européenne ou à l'OTAN. Pour la première fois, la mutualisation des ressources minières, la création de pactes de défense et le démantèlement des réseaux d'influence étrangers deviennent des engagements concrets, non plus de simples slogans. Les discussions franches entre pairs posent des règles claires et installent des garde-fous contre la trahison. Des protocoles de sécurité sont standardisés, des mécanismes de contrôle indépendants mis en place et des audits réguliers confiés à des organismes panafricains. Voilà comment transformer la vigilance en politique publique. Mais la menace subsiste. Confondre bravoure et folie, c'est risquer de transformer la meilleure alliance en désastre. Sans confiance mesurée, l'unité africaine reste un mirage, fragile et éphémère. Les exemples de la Ligue arabe ou de la CEDEAO montrent que sans discipline, la solidarité se délite. Que retenir de ces 72 heures de tension? Les cicatrices sont profondes, mais la leçon demeure. Seule une alliance patiemment construite, reposant sur la vigilance, la préparation et la loyauté, peut garantir la souveraineté du continent. C'est ainsi que l'Asie a su se relever après la crise de 1997, ou que l'Union européenne a surmonté la crise grecque, par la solidarité réelle, non par les slogans. Pourtant, alors que les tensions semblent retomber, une nouvelle menace se profile dans l'ombre. Les adversaires de l'unité africaine n'ont pas dit leur dernier mot. Il suffit d'un souffle, d'une rumeur, d'une manipulation pour que tout reparte de zéro. L'histoire du continent est un éternel recommencement, mais chaque génération a le devoir de repousser plus loin les limites de l'indépendance. Notre force la plus redoutable n'a jamais été l'argent. C'est la vérité, et le courage que nous avons su faire grandir ensemble, même face à la tempête. C'est la capacité à dire non, comme l'a fait Sékou Touré face au général de Gaulle, ou à tenir bon, comme l'a prouvé Julius Nyerere en Tanzanie. Ce que nous venons de traverser l'a prouvé sans appel. 72 heures où tout aurait pu basculer, où l'unité de notre continent et la souveraineté du Burkina Faso ont tenu à un fil. Une conspiration méticuleusement orchestrée, née de l'ombre des intérêts étrangers, menaçait d'anéantir nos rêves d'indépendance et la confiance entre nos peuples. Pourtant, nous avons tenu bon. Non seulement grâce à la vigilance, mais surtout parce que nous avons choisi la confiance lucide, la coopération courageuse entre les leaders africains. Ne l'oublions jamais, la vraie victoire ne se mesure pas au piège déjoué, ni au nombre d'ennemis découverts. Elle se révèle dans notre capacité à nous unir, à avancer ensemble, même quand la peur et la suspicion cherchent à nous diviser. Ceux qui conspirent contre l'Afrique misent sur notre isolement, sèment la paranoïa et utilisent la trahison comme arme pour briser la solidarité. Mais cette fois, ils ont échoué, car nous avons avancé main dans la main, plus fort que la peur, plus solide que la rumeur. Ce témoignage n'est pas seulement une histoire, c'est un avertissement et un appel à l'action. Si nous laissons ce récit s'étouffer dans le silence, les ennemis continueront d'agir dans l'ombre. Ils manipuleront notre avenir, pilleront nos ressources
écrirons notre histoire à notre place. Partagez cette vérité sans relâche. Brisons ensemble l'omerta médiatique, car chaque voix compte. Chaque partage rallume la flamme de la liberté. À celles et ceux qui luttent pour la souveraineté économique, la sécurité de nos enfants, la dignité de nos nations, n'oubliez jamais, ce ne sont ni les armes, ni l'argent qui forgent l'avenir. Ce sont la confiance, la préparation et le courage collectif. Notre détermination à ne pas céder à la peur, à nous soutenir envers et contre tout, fera la différence. Oui, nous avons déjoué un complot. Mais la route vers l'unité africaine reste longue et semée d'embûches. Chaque victoire doit renforcer notre engagement à protéger nos espoirs et à préparer nos enfants à relever le flambeau, sans jamais céder devant la manipulation étrangère. L'histoire nous observe. Ce que nous faisons aujourd'hui inspirera ou condamnera toute une génération. Alors, prenez position avec moi. Faites circuler ce message au-delà des frontières, des langues, des barrières. Diffusez-le partout où l'on pense que l'Afrique est condamnée à subir. Montrons-leur que non seulement nous voyons la vérité, mais que nous avons la force de la proclamer ensemble, à voix haute. C'est ainsi que commence la Renaissance africaine. Pas dans l'ombre des bureaux, mais dans la lumière de la confiance partagée. Un nouveau chapitre s'ouvre. À nous de l'écrire. Ensemble, unis par la mémoire du passé, la vigilance du présent et l'audace de l'avenir, écrivons l'histoire d'une Afrique souveraine, digne, fière.